Bonjour à tous, je suis donc Didier Truchot, je suis professeur de psychologie sociale spécialisé dans la question du travail et de la santé à l'université de Franche-Comté à Besançon. Donc je mène des recherches sur ce lien soit positif soit négatif, on a les deux liens entre le travail et la santé. Et avec mon équipe, nous travaillons sur l'ensemble des groupes professionnels, que ce soit des soignants, des enseignants, mais aussi des chefs d'entreprise, des opérateurs d'usines. Là aussi, on mène des travaux sur les personnes qui ont un cancer et qu'on maintient au travail malgré un cancer. Donc aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier, avant de commencer, donc les membres du GREDI de m'avoir invité à parler de vos travaux. Je voudrais remercier également Ludovic Germont pour m'avoir invité à vous parler ici. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui est la question de la souffrance au travail, de l'épuisement professionnel, qu'on appelle encore le burn-out, et dont le premier conférencier nous a déjà un peu parlé. Alors pour situer les choses, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, si on regarde les enquêtes qui sont menées régulièrement par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, eh bien, on se rend compte que 30% des employés en Europe déclarent souffrir de stress. C'est le deuxième trouble le plus important avec les troubles musculo-squelettiques. Et si on regarde les chiffres dans un pays comme les États-Unis, alors c'est des chiffres qui viennent d'un organisme aussi officiel que la Fondation européenne, c'est un organisme qui s'appelle NIOSH. Vous le trouverez sur Internet, eh bien, on a 40% des employés aux États-Unis qui disent souffrir de stress. Donc on voit bien l'importance de ce phénomène pour les personnes au travail. Si on regarde des chiffres qui viennent des enquêtes Summer, les enquêtes Summer sont des enquêtes qui sont menées régulièrement par le ministère du Travail via les médecins du travail, et régulièrement les médecins font remplir des questionnaires au niveau national à 50 000 personnes. Et ces enquêtes montrent que alors, ce sont des chiffres, ce ne sont pas forcément des chiffres qui mettent en évidence des conditions de stress très, très aigus, mais plutôt de stress chronique. En fait, dans les enquêtes Summer, eh bien, on s'aperçoit que 60% des salariés estiment devoir fréquemment interrompre une tâche qu'ils sont en train de faire pour en commencer une autre. Donc ici, et je l'observe de plus en plus quand je mène des audits de stress, que ce soit dans des hôpitaux, dans des entreprises, il y a cette idée qu'on a un travail qui est morcelé, un travail qu'on n'arrive pas à terminer les tâches que l'on est en train de commencer. Autre chiffre, 53% des salariés déclarent que leur rythme de travail est imposé par une demande à satisfaire immédiatement. Donc on travaille à nouveau, ça rejoint le chiffre précédent, on travaille dans on ne peut plus travailler dans la durée, on est sans arrêt en train de répondre à une demande immédiate. Et ça, c'est accéléré par, on a parlé du Japon tout à l'heure, c'est accéléré par des méthodes qui sont en train de s'implanter de plus en plus, qui sont des méthodes inspirées du toyotisme. Je pense au lean manufacturing, que l'on voit notamment dans les entreprises de plus en plus, mais qui s'installent également dans les hôpitaux. Toujours dans le même registre, 48% des employés déclarent travailler dans l'urgence. Et si on regarde les personnes qui sont en contact avec le public, aujourd'hui on sait qu'en Europe, il y a à peu près 70% des personnes qui sont en travail avec le public, que ce soit des soignants, que ce soit des commerçants, des chauffeurs de bus, etc., etc. Eh bien, ces personnes-là se plaignent des conduites d'incivilité de la part des usagers, de la part des patients. On a un salarié sur 4 au contact avec le public qui subit des agressions verbales. J'étais hier matin chez mon médecin et à 7 heures du matin, il y a un patient qui est arrivé avec une hache. Bon, ça fait bizarre, comme on ne s'attend pas à ce genre de situation. Et 42% donc des personnes qui sont en contact avec le public déclarent vivre des situations de tension. Alors tout ça pose évidemment la question du lien entre le travail et la santé, et une des façons d'aborder ce lien entre le travail et la santé, eh bien, c'est de parler de cette notion de burn-out qui a été introduite aux États-Unis dans les années 70. Alors la définition du burn-out, donc celle que l'on voit, que l'on observe dans 90% des publications au niveau international, c'est une définition que l'on doit à Christina Maslach et Suzanne Jackson, et elles nous décrivent le burn-out comme un syndrome psychologique qui a 3 dimensions essentielles. La première dimension, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'épuisement émotionnel, c'est-à-dire c'est le sentiment
de ne plus avoir de ressources pour faire face aux exigences professionnelles, aux exigences de son institution, aux exigences de ses collègues, aux exigences de ses patients. Ça se traduit par un sentiment de fatigue chronique, ça se traduit par des émotions qui sont proches de la dépression, même si il ne faut pas confondre burn-out et dépression, mais on a des sentiments qui sont proches de ce qu'on va appeler de la dysphorie, c'est-à-dire le contraire de l'euphorie. Et toutes les études longitudinales montrent que c'est par l'épuisement émotionnel que démarre ce processus de burn-out. L'individu est confronté à des stresseurs chroniques, des stresseurs qui se répètent sans arrêt, des stresseurs qui ne sont pas forcément impressionnants. Ce sont des stresseurs qui se répètent régulièrement, être sans arrêt interrompus, avoir des contradictions entre ce qu'on nous demande de faire, etc., etc. Et sur la durée, ça produit ce phénomène d'épuisement émotionnel. La deuxième dimension du burn-out, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation ou le cynisme. La dépersonnalisation consiste à mettre une distance entre soi et les personnes dont on s'occupe. Alors ça peut être par exemple nommer un patient, non pas par son nom, mais nommer un patient par son symptôme. On va dire la prostate de la 18, de la chambre 18 par exemple. Donc vous voyez, c'est une façon peu amène de parler de ces patients. Mais ça peut être parfois des attitudes plus stigmatisantes. Je me souviens dans un travail que j'avais fait, un médecin généraliste me disait « si j'avais su, j'aurais été médecin légiste ». Bon, c'est pas très amène comme attitude vis-à-vis de ces patients. Les macabées sont moins chiants que les malades qui viennent pour demander, revendiquer, etc., etc. Ça peut être, on le verra plus tard, des attitudes de rejet, voire de maltraitance. Alors on considère la dépersonnalisation comme une façon, comme une stratégie de faire face, on a parlé de stratégie de coping tout à l'heure, une stratégie de faire face à l'épuisement émotionnel, mais une stratégie de faire face inadaptée, c'est-à-dire que je n'ai plus les ressources avec l'épuisement émotionnel, je n'ai plus les ressources pour répondre aux exigences professionnelles qui sont les miennes, donc je vais être une distance avec les demandes des autres. Si je dis tous mes étudiants sont idiots ou sont cons, eh bien, je n'ai plus à répondre, c'est de la dépersonnalisation, mais je n'ai plus à répondre à leurs exigences, je n'ai plus à faire attention à faire des cours corrects, je n'ai plus à être là au rendez-vous, etc., etc. C'est ça la dépersonnalisation, donc stratégie de faire face inadaptée. Et la troisième dimension du burn-out, eh bien, c'est une réduction de l'efficacité professionnelle, c'est-à-dire que je suis épuisé par mon travail, je ne supporte plus les personnes dont je dois m'occuper, donc mon efficacité professionnelle est réduite, j'ai une chute du sentiment d'estime de soi, j'ai une chute du sentiment d'auto-efficacité, je ne renouvelle plus mes compétences, je ne développe plus de compétences nouvelles.